croire en soi, croire en ce qu'on a envie de faire, être persévérant, mais vraiment, hein, c'est vraiment ça pour moi. C'est la persévérance, c'est toujours croire en soi, croire en son projet, croire en ce qu'on a envie de faire. Mmh. Et puis à partir de là, il y a aucun souci. À partir du moment où on a ça, à partir du moment où on a la foi, il y a aucun souci. On peut déplacer des montagnes, quoi. Mais on peut tout déplacer à partir du moment. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, notre invitée est Katia Desprez. Katia est la fondatrice de Creole & Co. Née en Guadeloupe, Katia passe toute son enfance au quartier Trinel, à Fort-de-France en Martinique. Diplômée en communication et en commerce international, Katia débute sa carrière au sein d'agences de pub en Martinique en qualité d'assistante de directeur artistique. Katia aime et apprécie les challenges et décide d'obtenir le certificat Sécurité Sauvetage pour être personnel navigant commercial, autrement dit hôtesse de l'air. Ces différents voyages ravivent sa passion pour la cuisine qui ne l'a jamais vraiment quittée quand elle observait sa grand-mère préparer les grandes tablées du dimanche. Katia a ensuite eu l'opportunité de travailler avec des restaurateurs et saisit l'opportunité de créer son activité de chef à domicile en valorisant les produits de la Guyane et des Outre-mer. Son travail est aujourd'hui reconnu, lauréate du trophée d'honneur de l'Académie de l'art culinaire du monde créole à Paris en 2018, finaliste des trophées des chefs ultramarins. Elle vient d'être récemment intronisée par l'Association des TOC françaises. Dynamique, authentique, découvrez Katia dans cet épisode, les valeurs qui la guident vers l'excellence, les tactiques qu'elle intègre pour faire face aux difficultés, son organisation entre vie de chef, vie de maman et vie de femme. Bienvenue sur Succès Made in Femme, Katia. Bonjour Claudia. Alors, tu es lauréate du trophée d'honneur de l'Académie de l'art culinaire du monde créole de 2018 et tu as Oui. récemment été intronisée TOC française en mai 2019. Quand et comment est née ta vocation pour la cuisine? Alors, cette vocation elle est venue un peu sur le tard, on va dire. C'est vrai que lorsque j'habitais en Martinique, parce que j'ai grandi en Martinique, dans le quartier Trénel avec ma grand-mère Mhm. et je crois que j'ai toujours été en cuisine avec ma grand-mère. Je me souviens des grandes tablées, qu'on faisait le dimanche, mais c'est vrai qu'avec ma grand-mère et avec mes parents, enfin ma mère en tout cas, on regarde beaucoup en cuisine, surtout quand on est petite et puis on ne touche pas. Donc, j'avais cette envie d'apprendre, mais c'est vrai que ma grand-mère me disait toujours: «Regarde, regarde avec les yeux, apprends avec les yeux». Et puis après, c'est vrai que j'ai toujours cuisiné, pour mes amis, pour ma famille. Et puis après, ça a été les nombreux voyages que j'ai faits avec mon ancien boulot, parce que j'étais PNC, donc hôtesse de l'air. Et c'est à partir de là, je pense que cette passion est venue, vraiment. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on arrive, dans un pays, le premier truc qu'on apprend et qu'on découvre, c'est traditionnellement, c'est la cuisine. Donc Exact. j'ai pris un malin plaisir à goûter tout ce qui m'avait été proposé, des choses très simples comme des choses très particulières, notamment le élan ou la baleine, voire même le phoque. Wow. Et du coup, après, c'était tout ça combiné avec ma culture antillaise. Je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et c'est de là qu'est venue cette passion. Mm. Alors justement, tu nous as expliqué que ta grand-mère te disait de regarder. Est-ce qu'il y a un plat particulier que tu as eu envie de reproduire dès que, en fait, tu as eu l'opportunité de cuisiner pour tes amis? Ah oui, alors c'est vrai que je parlais de grandes tablées tout à l'heure avec ma grand-mère le dimanche. Alors il Mm. faut savoir que ma grand-mère, elle tuait un coq le dimanche matin ou bien le Traditionnel. samedi après-midi. C'est traditionnellement, on faisait ça. On avait une espèce de petite cour avec le tuyau et tout ça. Alors j'ai appris à tuer un poulet, j'avais quoi, 8 ans, en Wow. regardant ma grand-mère, quoi. Et je me souviens de tout l'assaisonnement qu'elle faisait. Elle laissait ça tremper le soir et le lendemain, elle faisait roussir le coq sous le charbon.
C'était pas à Mmh. gazinière, hein, c'est vraiment au charbon. Ça a une Et autre saveur. ouais, c'est notre saveur. Alors, il y a déjà ça, le coq roussi. Mmh. Ça fait partie des plats que j'ai pu reproduire sans problème, même sans avoir appris, parce que voilà, mamie me laissait goûter la marinade, la saumure et tout ça. Mmh. Et puis il y a un plat aussi que j'ai refait tout de suite, c'est le jambon roulé. Alors c'est un plat hyper simple que ma grand-mère faisait. Elle faisait une mayonnaise maison. Elle Mmh. mettait des œufs durs qu'elle mixait. Elle rajoutait des saucisses. Elle mettait beaucoup de citron, de l'ail, un peu de sel, et elle mettait ça dans le jambon qu'elle enroulait, d'où le nom de jambon roulé. Et puis Waouh! elle mettait aussi de la laitue par-dessus, donc on mangeait ça avec la laitue. Et puis un troisième plat aussi de ma grand-mère, parce qu'il y en a eu trois. Elle faisait les gambas. Alors ça, j'oublierai jamais ça. C'était des gambas, des grosses grosses crevettes, et elle faisait une mayonnaise à l'épinard. Alors Ah. ça, moi qui suis pas fan d'épinards, là, j'en mangeais tout le temps et je me suis dit, bah ça, je vais refaire ça pour mes potes. Et ça a été vraiment les trois plats que j'ai commencé à faire. Vraiment. Après, il y en a eu d'autres, cochon roussi, les pilons panés, enfin, les trucs comme ça. Mais ouais, mamie, elle avait des trucs comme ça et c'était vraiment l'entrée le dimanche. De toute façon, aux Antilles, on a toujours 5 entrées avant le plat de résistance. Exact. Je passe sous silence les boudins, les acras, les pilons de poulet pané, le jambon roulé, les gambas sur lit de 1. Mmh. Et après, il y avait le cochon roussi, les différents gratins, gratin Christophine, gratin à la papaye, sans compter Mmh. les desserts, voilà, ça c'est, ouais, Gâteau à l'ananas, on le mangeait bien. sorbet. Ouais, exactement, exactement. Et c'est vrai que, et pour dire, je me souviens encore, parce qu'il y a ma tante aussi, elle faisait des brioches. Alors j'ai encore l'odeur de la levure, parce que c'était pas de la levure, maintenant, qu'on achète en sachet, c'est vraiment la levure de boulanger. Et dans le garage de mon papy, en fait, en office de toit, il y avait de la feuille de tôle. Donc pour faire gonfler la pâte, elle mettait ça dans une serviette et elle laissait gonfler la pâte sur la feuille de tôle et ça a l'air très bête ce que je vais dire, mais le goût était différent. Et ma mère qui faisait énormément de sorbet, avec la sorbetière vraiment à la main avec le gros sel, la glace et tout ça. Et elle faisait des sorbets au pruneau. Ça, c'est des trucs qui m'ont marqué, quoi, vraiment. Mmh. Et j'arrive Alors, toujours pas à le refaire, hein, par contre, le sorbet au pruneau, hein. ah ben, Maman, elle avait un tour de main, mais moi, je il n'arrive y a des pas. secrets qui parfois, restent bien bien préservés. Exactement. Tu as été baignée, dans cet univers, mais par la suite, tu as aussi travaillé dans le domaine de la vente et tu as, comme tu viens de nous Oui, le dire, tu as travaillé en tant qu'hôtesse de l'air, et dans le oui, commerce international. Est-ce que ça a été oui. simple de choisir cette nouvelle direction, sachant que ce n'était pas vraiment ton domaine d'expertise initiale? Ah non, ça n'a pas été, alors, ça n'a pas été facile parce que c'est aussi une grosse remise en question. J'ai 3 enfants. Mmh. Je suis mariée. À un moment donné dans sa vie, on se dit bon voilà, quels sont mes rêves, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. C'est-à-dire qu'on a toujours envie de faire quelque chose, mais on n'arrive jamais à faire tout de suite ce qu'on a envie de faire. Je pense que j'avais toujours envie de faire de la cuisine, mais c'est vrai qu'à mon époque, dire qu'on voulait faire de la cuisine, c'était comme une voie de garage. Moun pas qu'à faire la cuisine. Voilà, Mmh. c'était un petit peu ça. Et ça n'a pas été facile parce que on peut être cuisinière, mais on s'improvise pas non plus chef. Il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir un certain bagou. Il faut aimer les produits. C'est surtout ça. Il faut aimer les produits, il faut être curieux. Il faut pas hésiter à goûter. Ne pas avoir peur aussi de faire des expériences un peu bizarres, hein. Moi, j'en ai fait aussi. Et j'ai eu de la chance quand je suis arrivée en Picardie, euh, de tout plaquer plus ou moins et de m'orienter dans cette voie en ouvrant mon entreprise Creole Co en 2012. Mais à côté de ça, j'ai fait le choix d'aller dans des restaurants, pas forcément créoles, hein, pas forcément antillais, des restaurants traditionnels, dans des bistrots. Et je suis entrée avec un certain culot en cuisine en disant voilà, je veux apprendre, montrez-moi, expliquez-moi. Et après, il y a tout un travail aussi personnel, hein, parce que j'ai pas peur de le dire, je suis une autodidacte qui apprend tous les jours son métier. Et, ouais, et après, ça, c'est venu tout seul, quoi. La facilité est venue tout seul. Mais je pense que on peut faire toutes les écoles hôtelières qu'on veut. Moi, j'encourage tous les jeunes à faire ça. Mmh. Mais c'est vrai que je pense que si on n'a pas un petit brin de créativité, un petit brin de folie, beaucoup de curiosité et puis un certain goût pour le risque, bah ça, voilà, on peut faire toutes les études qu'on veut, mais ça marchera pas forcément. Mmh.
Alors, ton goût pour le risque et ton audace viennent d'être reconnus puisque tu viens d'être intronisée Toque Française, qui est une association qui a pour but de promouvoir la gastronomie française en France et de par le monde. Certains définiront cela comme étant un grand succès dans ta carrière. Est-ce que cela correspond à ta définition du succès? Non, c'est une étape pour moi. Mhm. C'est petit à petit que je gravis les marches. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, oh là là, tu as l'apogée. Non, je ne fais que commencer. Je Mhm. ne fais que commencer. Et cette intronisation des top françaises, vraiment, c'est une grande fierté parce que c'est très difficile d'y accéder, même si elle ne se veut pas élitiste, hein, cette association. Mais il faut savoir qu'on est reconnu aussi par nos pairs et comme je disais, ça donne une crédibilité. Donc moi, ça me conforte de mon action de continuer à faire ce que je fais. Et c'est une immense fierté parce qu'on sait les chefs qui y sont dans cette association. Il y a des meilleurs ouvriers de France, il y a des chefs étoilés, il y a des simples chefs tout simplement. Et puis moi, je suis quand même en Guyane et d'avoir été intronisée chef, en tout cas membre professionnel des Toques françaises, en Mhm. sachant que je suis la seule chef de Guyane Mhm. à y être, c'est énorme. Mais je le prends pas comme une concrétisation de tout ce que j'ai pu faire. Je le prends comme une option de plus qui va me permettre d'avancer, de continuer tous les challenges que je me suis donnés. Vraiment. Mmh. Alors, on peut constater qu'il y a peu de femmes chefs à ce niveau d'excellence et celles qui représentent la gastronomie créole sont encore moins nombreuses. Est-ce qu'il y a une rencontre culinaire qui a transformé ton approche du métier? Alors c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de chefs. J'ai eu l'occasion de rencontrer Madame Babette de Rosière, effectivement. On a pu échanger plus ou moins sur son métier, parce que bon, tout le monde connaît Babette de Rosière. Mais c'est vrai que j'ai rencontré un chef, et c'est pas une femme, c'est un homme qui s'appelle Jérôme Bertin. Mmh. J'ai été assez surprise de la capacité de ce chef à transformer les produits locaux avec une telle facilité qu'on se dit, allez, c'est très simple. Mais ça a été un coup de massue parce que, enfin, un coup de massue dans le bon sens, hein, je veux dire, hein, Mmh. parce que j'étais très, très, très impressionnée. C'est un chef qui m'impressionne beaucoup parce qu'il est dans l'humilité, il est dans le partage. Et il n'hésite pas, moi, quand j'ai un souci ou que j'ai besoin de conseils, bah, je dis, bon, voilà, Jérôme, est-ce que tu penses que comme ça, ce serait bien? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un atelier culinaire, un atelier NutriCréole avec le docteur Marie-Antoinette Séjean. Mmh. Et avec un rien, il transforme tout, quoi. Mmh. Et je me suis dit, ben, j'aimerais être comme ça. Alors, effectivement, il y a très peu de femmes chefs. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup rencontrer de femmes chefs. J'en Mmh. connais quelques-unes qui font un travail extraordinaire aussi. Tout à Mais c'est vrai que ce chef-là particulièrement, bah, m'a inspiré beaucoup de choses, ouais. mmh. Culinairement parlant, il m'inspire beaucoup, oui. Mmh. Et penses-tu que ton expérience aurait été différente s'il y avait eu davantage de femmes dans ce secteur? Ah ouais, carrément. Mmh. Oui, carrément, parce que c'est vrai que le métier de chef est un milieu d'hommes. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Moi, j'aime à dire aussi qu'il ne faut pas qu'ils oublient que c'est grâce à une femme qu'ils sont là. Tous les chefs vous diront, bah oui, c'est vrai, tous Les les chefs meilleures vous places sont diront, ceux de maman. ah ben carrément. Ouais, Mais tous les chefs diront, hommes en tout cas, oui, ben moi j'essaie de reproduire le goût que faisait par exemple le pot-au-feu de ma grand-mère. Je me exact. souviens encore de ce que ma maman faisait. Donc je Mmh. dis que derrière tout grand chef, il y a une femme. Et Mmh. c'est vrai que c'est dommage que les femmes n'osent pas se lancer parce qu'il faut pas se leurrer. C'est un milieu difficile, c'est un Mmh. milieu très machiste. Être une femme en cuisine et s'imposer, bon, ça fait un peu d'ombre à certains, ça fait un peu peur aussi, mais les femmes sont très talentueuses. Là, j'ai vu récemment, dernièrement, qu'il y a une jeune femme qui est devenue la meilleure femme pâtissière du monde. Voilà, Mmh. les femmes commencent à s'imposer, à prendre la place, quoi. Mmh. Même s'il y a de la place pour tout le monde. Mais c'est vrai que, voilà, il y a un certain machisme dans ce milieu qui fait que on a un petit peu de mal à s'imposer. Et puis, effectivement, on nous ramène toujours à notre condition de femme, d'épouse, de mère de famille. Alors que nous, les femmes, nous savons faire 20 choses en même temps. Moi, je travaille, j'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai mes prestations, j'arrive à jongler. S'il faut que je parte en métropole ou Guadeloupe ou ailleurs, eh ben, il y a mon mari qui est là, il gère, et on arrive à jongler. Les enfants, judo, karaté, piscine. Bon, ben, moi, j'arrive à gérer aussi. C'est ça notre force. Ce que Mmh. les hommes n'ont pas forcément. Ça, Alors, c'est une force. on a toujours des étapes dans nos vies. Tu as été commerciale, hôtesse de l'air. Mais qu'est-ce que ce métier de chef a révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? Je ne pensais pas que j'avais cette capacité
comment dire, à savoir m'imposer autant. Je savais que j'avais un certain bagou, hein, sans aucune prétention. Moi, je suis quelqu'un, je suis franche, je suis très délurée, je rigole beaucoup, mais je ne pensais pas avoir cette rigueur-là, cette capacité à dire, OK, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que c'est vrai que lorsque je suis en prestation ou que j'ai de grosses prestations, je travaille avec une équipe. J'ai des jeunes qui travaillent avec moi. Et je ne me savais pas aussi rigoureuse à ce niveau-là, aussi tatillonne pour certains petits détails auxquels moi, je n'aurais même pas accordé de l'importance à une époque, que ce soit pour le commercial ou pour le métier de PNC, on a tous des contraintes à un certain moment dans un travail, mais dans celui-là particulièrement, l'exigence. Je ne m'attendais pas à être aussi exigeante, autant avec moi-même qu'avec les autres, sans pour L'exigence de autant être un l'excellence. tyran. Ouais, voilà, parce que la cuisine, c'est ça, on fait plaisir aux gens, on est dans le partage, on donne à manger aux gens, on donne un peu de nous aux gens aussi, on a le droit d'être exigeant. On a le droit d'être excellent dans ce qu'on fait parce que c'est quelque chose de très délicat. C'est pas facile et c'est très délicat. La cuisine, c'est aussi un moment éphémère, d'où l'exigence. Oui, c'est ça, c'est transmettre une émotion à quelqu'un à l'instant T. Voilà. Transmettre un amour, une émotion à l'instant T. Moi, j'aime beaucoup, je travaille beaucoup les produits locaux, donc j'aime sortir un petit peu, j'aime me mettre en situation difficile. J'aime pas rester dans la facilité. Donc, j'expérimente beaucoup, je teste beaucoup. Et c'est vrai que lorsque je donne à mes clients quelque chose auquel ils ne pensaient pas manger, et on est quand même sur un giromont que je peux transformer autrement, où le produit phare ici en Guyane, c'est le couac, le décliner autrement qu'en salade, comme on le fait d'habitude, le manger avec l'haricot rouge et le présenter en cochine, un petit peu façon brésilienne avec des gambas à l'intérieur, légèrement frites et tout ça, avec une petite sauce, un petit crémeux de giro. Moi, les gens s'y attendent pas. Ils me disent, tiens, qu'est-ce que Je c'est que m'y ça? attends pas du Et tout. moi, j'aime. Tu en parles et je m'y attends pas du tout. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cette surprise, voir le regard des gens. Ils se disent, non, mais je ne pensais pas que c'était possible de faire ça comme ça. Et franchement, on m'a déjà dit beaucoup de choses sur ma cuisine, mais il y a une personne pour qui j'ai travaillé, une personnalité dont je tairai le nom, qui m'a dit merci. Alors, quelqu'un qui dit merci, personnalité ou pas, ça m'a beaucoup ému parce que je me suis rendu compte que, ben voilà, l'audace, un brin de culot, voilà, ça paie. Et le fait de me dire merci, je n'ai jamais ressenti ça. Voilà, c'est juste de la cuisine qu'on donne aux gens, mais à partir du moment où cette personne ressent cette émotion qu'on essaie de partager, ben, j'ai tout gagné, moi. Outre l'aspect financier, ce simple merci-là, ben, ça a fait ma journée. J'étais vraiment très contente, vraiment. En prenant le temps de regarder tous les accomplissements que tu as pu réaliser, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Que mon entreprise existe toujours, de continuer à progresser. C'est vrai que Créole & Co, je l'ai créé en 2012. Les débuts ont été difficiles. Je dis pas que c'est facile maintenant, mais j'ai un petit peu plus de bagages maintenant. C'est vrai qu'après, j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai galéré, hein, j'ai eu beaucoup de critiques. Puis il faut savoir que pas forcément que le milieu entier ou au niveau de la gastronomie créole, mais c'est le milieu de la cuisine en lui-même qui est comme ça. Bah, il y a eu beaucoup de jalousie. On a tout fait aussi pour me décrédibiliser. Vraiment, j'ai entendu beaucoup de choses pas très chouettes, pas très sympas. Mais je suis fière du fait d'avoir toujours continué, de n'avoir jamais baissé les bras. Et c'est ce que j'apprends à mes enfants tous les jours. J'ai 3 garçons. Je leur dis, vous voyez ce que maman elle fait tous les jours? Je me réveille à pas d'heure, je pars, je rentre à pas d'heure. À Noël, je suis pas forcément là. Nouvel An, je suis pas forcément là. Pour les grandes vacances, maman elle peut partir 3-4 jours pour travailler. Mais je veux qu'ils apprennent la valeur du travail. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin. On fait ce qu'on aime, on le fait avec passion, avec respect, mais on va travailler. Et je suis fière de ça parce que quand je regarde mes enfants sont fiers de moi. Ils sont fiers de leur maman. Et c'est ça, je suis très fière d'avoir continué, de ne pas avoir lâché l'affaire. Parce que j'aurais pu. Hein. J'aurais pu tout laisser tomber à un moment donné où voilà, on se dit c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Parce que pareil, hein, ça reste un métier totalement aléatoire. J'ai pas des contrats forcément tous les mois. Donc moi j'oublie pas que j'ai une vie de famille. Et donc c'est tous les jours qu'il faut chercher des contrats, c'est tous les jours qu'il faut démarcher, c'est tous les jours qu'il faut aller en rendez-vous client et c'est tous les jours aussi qu'il faut rester active sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Voilà, il faut pas qu'on nous oublie parce que ça va tellement vite maintenant. Euh, L'ère technologique, tous les réseaux sociaux et tout ça. À partir du moment où on ne voit pas pendant une semaine, on se dit ok, c'est bon, elle a lâché l'affaire. Il faut essayer d'être un minimum présente
sans pour autant être envahissante, Mhm. mais être là quand il faut à des instants T. Ouais, c'est ça ma fierté, d'être toujours d'être existante en fait, d'être Mhm. toujours là. Mhm. Tu viens de mentionner les valeurs que tu transmettais à tes enfants. Quelles valeurs, Oui, selon toi, tes parents t'ont-ils transmis? Tu nous as beaucoup parlé de ta grand-mère et de ta maman, oui. qui te permettent aujourd'hui d'arriver à un tel niveau d'accomplissement? Eh ben, 2 choses, ne jamais rien lâcher, Mhm. d'être combattante. Alors ça, c'est, moi, j'ai pas honte de le dire, moi, j'ai grandi au quartier Trinel. Ma famille n'a pas d'argent. Ma mère est femme de ménage. J'ai commencé à travailler très jeune et c'est pareil. Quand j'avais besoin d'aller faire mon petit vidé, mon petit carnaval, ben, je remplaçais ma mère à son travail. J'ai nettoyé les chiottes, j'ai passé le balai, la serpillière. Oui, j'ai pas, c'est ça. Je pense que mes parents m'ont appris ça. La persévérance, toujours, toujours, toujours. Et puis l'humilité, ne jamais oublier d'où je viens. Ne jamais oublier ce qui a fait ce que je suis devenue maintenant. Ce sont les 2 choses, la persévérance et l'humilité. C'est pas parce que maintenant j'ai reçu des prix, que je suis top française, que voilà, j'ai été finaliste des trophées des chefs ultramarins, j'ai eu le trophée 2018 de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Ça ne m'a pas changé. Je suis restée toujours la même. Si je suis avec mon vieux jean, si je veux descendre, voilà, je vais chercher mes enfants à l'école. Non, c'est ça que je veux dire, cette espèce d'humilité où, voilà, je suis pas la grosse tête. Non, bonjour, vous me parlez pas, vous comprenez pas, je suis toquée. Non, non, moi, je suis pas comme ça du tout, hein. Alors, mes potes, c'est pareil, ils vont venir à n'importe quelle heure. Ouais, tu veux une bière, boum, boum, on s'assoit, on discute. Et il y en a qui me disent ça, ils me disent, mais Katia, t'as pas changé. J'ai fait, non, mais je peux pas changer, j'ai rien encore accompli, là. Je suis au début de tout ça, moi. Donc, ouais, c'est, persévérance et humilité. Ne Mhm. jamais oublier d'où on vient, de toujours, toujours, toujours y aller, toujours, et ne toujours croire en soi. Même si c'est difficile, même si on est au fond du trou, ma maman et ma mamie m'ont toujours dit ça, forme chez Châtain, hein. Le cas tombé, mais au cas Mhm. arrivé. Tout à Donc, fait. ça, c'est le truc. Ouais, 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 j'ai toujours gardé ça dans un coin de ma tête et je pense que c'est ce qui fait que je suis encore là, que je suis encore debout, ouais, tout à fait. Mhm. C'est donc le message que tu veux transmettre grâce à ton parcours et tes actions, ne rien lâcher? Ah ouais, non, mais oui. Ah ouais, mais carrément, ne rien lâcher. Même quand on est au bord du gouffre et on se rend compte qu'il n'y a pas d'issue, il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue. Alors, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais il faut pas lâcher. C'est vraiment ça. Croire en soi, croire en ce qu'on a envie de faire, être persévérant, mais vraiment, hein. Mhm. C'est vraiment ça pour moi. C'est la persévérance, c'est toujours croire en soi, croire en son projet, croire en ce qu'on a envie de faire. Mhm. Et puis à partir de là, il n'y a aucun souci. À partir du moment où on a ça, à partir du moment où on a la foi, il n'y a aucun souci. On peut déplacer des montagnes, quoi. Mais on peut tout déplacer à partir du moment où on sait ce qu'on veut. C'est vraiment le message que je veux véhiculer. Ne rien Mhm. lâcher. Rien lâcher. Est-ce qu'il y a un conseil que tu souhaites partager avec les auditrices de Succès Made in Femme qui sont dans une phase de reconversion et qui hésitent à suivre leur passion? Moi, je leur conseillerais déjà avant de se lancer, parce que moi, c'est pareil, avant de me lancer, je suis passée par une boutique de gestion et j'ai aussi fait j'étais accompagnée aussi par la NPE, j'étais accompagnée par la chambre de commerce, de ne pas hésiter à s'approcher de ces institutions-là, parce que lorsqu'on monte un projet, il faut qu'on soit sûr, il faut que le projet pardon, soit aussi viable. Ne pas hésiter à faire des études de marché, à poser des questions, faire un brainstorming, à parler avec les gens dans la rue, savoir exactement ce qu'ils veulent, en fonction bien entendu de leur projet. Euh, de ne pas hésiter déjà, de se rapprocher, comme je disais, des institutions, et puis d'être sûr de soi. Voilà, je reviens encore sur cette histoire La confiance en soi. d'être sûr, ouais, de la confiance, parce que il faut pas que ça soit bancal, il faut qu'on soit sûr. Et alors, beaucoup de gens vont dire non, c'est pas viable ton truc, hein. Ça va pas le faire, mais tu comprends, non, faut pas faire ça comme ça. Si on est sûr de son projet, on y va cash. Moi, on m'a dit, hein, on m'a dit quoi, ton chef à domicile, là, tu te rends compte où tu es, t'habites en Picardie, ça ne va pas marcher. Ça marchera pas, les gens n'ont pas, ils vont pas. Eh ben, pourtant, quand j'ai commencé, ouais, ben, j'ai galéré. Mais après, quand j'ai commencé à faire les mariages, les enterrements de vie de jeune fille, après, c'est un autre public, hein. Mhm. Il faut aussi s'adapter à son public. Donc, ouais, ne rien lâcher. C'est ce que je pourrais leur dire, d'y aller. Parce que si on n'y va pas, on va être frustré. On va être frustré. Et Mhm. la frustration, c'est jamais bon. Après la frustration, on va être aigri. Et après, on va être en colère et on va être méchant avec les autres. Donc, ne Et pas la vie n'est hésiter pas d'y faite aller. pour ça. Alors,
Ah bah justement, ah non, la vie est trop belle. Non, non, Mmh. non, non. Mais c'est une part de risque, hein, parce qu'après, il faut prendre en compte sa vie de famille, hein. Mmh. Moi, quand je me suis lancée, je me suis pas lancée en me disant, OK, non, non, avec mon mari, on en a parlé, mon mari est enseignant. Donc, Mmh. effectivement, certains m'ont dit, oui, bon, ton mari est fonctionnaire, donc tu as la sécurité. Nanana. Non, ça marche pas comme ça. Certes, OK, mais à l'époque, j'avais 2 enfants. Moi, quand j'ai eu mon troisième garçon, j'ai travaillé jusqu'à mon 8e mois de grossesse. À 8 Mmh. mois de grossesse, j'assurais un mariage. Voilà. Mmh. J'ai accouché Waouh! 2 semaines après. Mais à un moment donné, faut savoir ce qu'on veut. Alors, Mmh. je pouvais y aller en étant enceinte, donc c'était pas un souci. Ouais, J'ai assuré le vin d'honneur, il y a pas de problème. ouais. Mais ça fait partie des sacrifices aussi en me disant: «Bon, ben, moi j'étais chef d'entreprise, hein, on n'a pas de congé mat, hein, quand on est chef d'entreprise, donc Mmh. on y va directement». Moi, j'ai travaillé jusqu'à mon 8e mois, ouais. Waouh! Donc c'est ça que je veux dire aux femmes, de persévérer, de pas avoir peur des risques, mais aussi de bien calculer son projet, de bien le préparer. Ne De pas s'entourer de commencer un petit peu professionnels. comme ça. Ouais, voilà. Ouais, ne Mmh. pas hésiter à voir les professionnels aussi parce que, ils sont là aussi, c'est leur travail aussi de nous aider, hein, donc Mmh. voilà. Tu as fait, preuve de sacrifice, d'investissement, tu nous l'as dit, le métier de chef est un métier très prenant où parfois même, le 25 décembre ou le 31 décembre, tu n'es pas présente pour ta famille. Quelle Mmh. organisation as-tu réussi à mettre en place entre le boulot, vie de famille et ta vie de femme pour préserver ton bien-être? Alors j'ai de la chance d'avoir un mari exceptionnel. Mmh. Vraiment, moi je le dis, hein. Mmh. J'ai un mari exceptionnel et c'est vrai que mes enfants, avant chaque prestation, je leur dis: «Voilà, maman va travailler». Donc mes enfants savent qu'ils vont Mmh. rester avec papa et c'est devenu un rituel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils me voient commencer à repasser ma veste, préparer mon matériel professionnel, ils disent: «Bon maman, tu travailles?» «Oui, maman elle va travailler». «OK, il y a pas de problème». Donc ils Mmh. savent. Donc cette coupure-là, elle est faite. Maman va travailler. Mmh. Ensuite, lorsque je sors du travail, je suis totalement dévouée à mes enfants. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur habitude avec leur papa. Donc, il y a les petites choses avec papa et il y a les choses avec maman. Donc Mmh. ça, après, avec moi, ben voilà, je m'accorde des après-midi où je vais à la piscine avec eux et mes enfants veulent cuisiner. Donc ça, il y a mon aîné là qui a 13 ans. Donc Mmh. le midi, il m'a dit maman, est-ce que je peux t'aider Voilà, on cuisine ensemble, on regarde les recettes ensemble. Je joue à la PS3 parfois avec eux, enfin ou à la Wii. Enfin bon voilà, j'essaie de m'accorder des petits moments comme ça et des moments pour moi. Eh ben voilà, moi je joue dans un groupe de Gros-Cas ici en Guyane. C'est mon petit moment à Ah! moi. Le samedi, j'ai mon mari sait que j'ai répétition de Gros-Cas, donc je vais à mes répétitions de Gros-Cas. Pareil, mon mari aussi a judo le lundi et le mercredi. Mon fils a ping-pong le mardi et le jeudi. Voilà, chaque personne À sa a bulle. son petit moment à lui, a sa bulle. Et moi, je sais que voilà, le Mmh. samedi après-midi, c'est Gros-Cas moi, quoi. Je Mmh. vais jouer au Gros-Cas avec mes potes, voilà. Et parfois, ça arrive qu'on ait des prestations, comme la semaine dernière, on avait une prestation pour une soirée africaine. Mon Mmh. mari, qui n'est pas forcément joueur de tambour ou quoi que ce soit, c'est que Mmh. voilà, j'ai besoin de ce moment-là pour décompresser. C'est la Mmh. musique. Mmh. Et il y avait un groupe de ballet, donc j'ai dansé aussi du ballet. C'est ce petit moment-là aussi que j'aime. Et il y a un moment qui m'est privilégié aussi, c'est le dimanche matin. Ça peut paraître très drôle, mais le dimanche matin de 10h à 11h30, je vais à la piscine, toute seule. Voilà. C'est mon moment décompression, maman, femme, toute seule. Mmh. Femme Voilà. toute seule. Je Katia. prends la voie. Katia. Ouais, Voilà. alone, quoi. Voilà, le Je dis, moment je m'en Katia. fous. Ouais, le moment Katia. J'ai pas besoin de faire brasse couler, machin. Non, non, je me trempe juste dans la piscine de la Trempette. personne. Ouais, trempette, no stress, quoi. Voilà. Et à partir du moment où je reviens chez moi, on fait un petit apéro en général le dimanche avec mon mari et les enfants. Et puis on commence à se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ce dimanche? C'est cool, Raoul, quoi. Mmh. Voilà. Donc, ouais, ça, c'est le dimanche, je m'accorde ça, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et Il à faut de quoi ça, un peu de ouais. ça. Et à quoi ressemblent les premières 60 minutes, d'une journée type avec Katia, avec tout ce que tu dois mettre en place, à quoi ressemblent les premières 60 minutes de ta journée? Ouh là là, alors réveil, alors ça, c'est très carré, j'avoue. Réveil 5h30 du matin. Mon mari se réveille, il prend son café, il va se doucher. Moi, je vais me doucher. On réveille l'aîné Mmh. aux environs de 6h moins le quart. On réveille les deux petits. Alors, parce que mon aîné a 13 ans, il est en cinquième. Mon deuxième a 9 ans, il est en CM1. Et mon petit dernier a 4 ans, il est en moyenne section de maternelle.
Mhm. Donc, Kevin est réveillé pour son petit déjeuner. Ensuite, on va réveiller Samuel et Raphaël aux environs de 6h10. Douche rapide, petit déjeuner, départ à la maison, 7h moins le quart au plus tard. Parce que mon mari étant enseignant, les deux Ouais. petits sont dans la même école. Donc, Mhm. j'emmène la première fournée à l'école primaire. Je refais demi-tour. Je ramène mon fils au collège. Il est 7h30. Je reviens à la maison. Pour peu que j'ai pas le temps de faire ma vaisselle le soir, je fais ma vaisselle. Je commence à nettoyer ma petite maison. Je me mets sur mon ordinateur. Je bois pas de café. Donc, je me prends un jus de fruits. Je Mhm. regarde mes devis. Je reste un petit peu sur l'ordinateur. Aux environs de 9h30, je commence à préparer mon repas. Parce Mhm. que messieurs vont sortir à 12h45 parce qu'en fait, en Guyane, c'est les journées continues. Mais là, Mhm. c'est plus de 60 minutes que je te dis là. Je suis en train Ah de oui, carrément la moitié de la journée. Et du coup, et en général, je prépare mon repas parce qu'en général, j'ai toujours rendez-vous le matin avec Mhm. mes clients ou avec des institutions pour lesquelles je dois assurer des prestations. Donc, en général, aux environs de 10h, 10h30, je pars, je vais à mes rendez-vous, tout en sachant, en fonction de l'heure, si mon fils sort à 11h30 ou à midi et demi, donc je vais le récupérer entre-temps. Mhm. Après, je récupère mon mari avec les deux petits. On rentre à la maison. Tout le monde déjeune. Ouais. L'après-midi, s'ils font pas la sieste, moi, je suis derrière l'ordi en train de bosser. Ou Mhm. sinon, c'est mon mari qui bosse. Ou sinon, moi, je suis en train de gérer les mails avec mon téléphone. Et là, je te dis, il doit être 15h de l'après-midi. Ouais. Donc, en fonction, si mon fils a cours, moi ou mon mari, on l'emmène en cours. Après, on va faire quelques courses parce qu'en général, voilà, il y a toujours un truc qui foire, il n'y a jamais dans le frigo. Cordonnier toujours mal chaussé. Tout à fait. Euh, oui, c'est ça. Et en général, le soir, en fonction du jour, parce que si c'est un lundi, il y a judo, donc mon mari rentre pas, il part directement avec mon deuxième, mon Mhm. premier. Si c'est mardi, il y a ping-pong. Donc, soit moi, le soir, on le ramène. Mercredi, il y a peut-être avis photo. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je me pose vraiment, je me pose pas, en fait. Ah Si, non, mais en le il y a disant, le je me rends moment compte que je me pose Katia. pas. Il y a le moment Oui, Katia mais le le dimanche dimanche. matin. Voilà. Ça. Voilà, non, mais je cours toute la semaine. C'est vraiment en le disant que je me rends compte vraiment que je cours toute la semaine, quoi. Et en fait, Mhm. non, on s'accorde un petit moment cool Raoul avec mon mari, c'est une fois que les enfants sont couchés, quoi. Allez, Voilà. On se retrouve. 20h30, tout le monde est au lit. On se dit, bon, allez, allez, on va se prendre une petite bière cool. On se raconte notre journée. Ouais, Voilà. j'ai tel rendez-vous, j'ai tel contrat. Bon, ok, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Allez, machin, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Bah, voilà. Moi, par exemple, jeudi, demain, je descends à Cayenne Mhm. parce qu'il y a une mise en place qui doit être faite pour un événement auquel je vais participer. Donc, je suis déjà en train de me dire, OK, je vais partir, j'ai tel rendez-vous à telle heure, à 15h, il faut que je fasse ça, après retour sur Saint-Laurent, parce que j'ai 3h30 pour y aller. Hein. 3h30 Mhm. aller, Wow. 3h30 retour. Donc, je calcule en fonction. C'est une vraie Puis voilà, je dis à mon organisation à mari, mettre en ok. place. Ouais, mais je dis à mon mari, bon, tu sais quoi, tu vas faire spaghetti bolo, voilà, c'est du vite fait, c'est du vite fait. Ou bien je le prépare ce soir, il réchauffe demain matin. Enfin voilà, quoi. C'est cette organisation-là qu'on arrive à gérer plus ou moins et ça va. Ouais, voilà. Ouais, il faut que ça bouge, il faut que ça pulse, il faut que ça tourne. J'ai Mhm. du mal à rester au calme, il faut que j'apprenne à faire ça. Mhm. Mais je pense que c'est ça aussi qui me donne toujours cette envie de travailler, 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 travailler. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça. Mhm. Alors, tu es née en Guadeloupe? Elles vont me prendre pour une folle, hein, Pas du tout, pas du tout. Il y a toutes les pas possible. personnalités, hein. Alors, tu es née en Guadeloupe, tu as Oui, grandi en Martinique, à Trénel et aujourd'hui, tu vis en Guyane où il y a des c'est ça. richesses de fruits et de légumes, Oh voilà. là là, magnifique. Alors, quels sont les épices ou les condiments qui sont une source de réconfort après une longue journée de travail pour toi? Que tu as découvert en Ah, Guyane ou qui restent de Guadeloupe, Guyane, enfin Martinique? bah, Voilà. alors en fait, il y a toutes sortes d'épices. Les épices sont communes, hein, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane. Après, c'est vraiment les produits sont travaillés différemment Mmh. en Guyane, et puis il y a des produits que je ne connaissais pas. Mais qui ont des noms communs en Guadeloupe ou en Martinique. Par exemple, le sorossi, alors je me souviens plus vraiment comment on l'appelle en Guadeloupe, mais c'est un produit qui ressemble à un concombre en fait, et qui est très amer. Mmh. Et les Bushinengue, la communauté Bushinengue en fait ici, c'est ça aussi qui est formidable. Je reviendrai dessus. La communauté Bushinengue le cuisine en faisant roussir la viande avec ou quoi et tout Mmh. ça. Et j'ai pas vraiment d'épices particulières, mais c'est vrai que je reviens sur les communautés qu'il y a en Guyane. C'est magnifique parce que
culinairement parlant, c'est extraordinaire. Entre les Bushinengue, les Hmong, les Amérindiens, les Chinois, la communauté créole, les Antillais, les Haïtiens aussi. C'est un melting pot de saveurs, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, je peux manger de la fingui, qui est une soupe à base de manioc. C'est un repas bushinengue. Je peux boire du cachilipo, qui est une boisson amérindienne. Je peux aller manger des bananes pesées, des pickles juste à côté, qui est haïtien. Et puis, je peux aller manger, quelqu'un a préparé un bouillon d'awara de l'autre côté, qui est très guyanais. Donc, c'est ça aussi. Il y a tout ce mélange de saveurs-là. Et moi, je suis contente parce que toute cette culture-là me permet de tout tester, tout mettre de façon différente dans une assiette. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un d'une communauté bushinengue me montre comment on fait, comment on travaille le manioc, qui est travaillé différemment en Martinique et en Guadeloupe, oui. Je me dis, ouais, c'est top. C'est pareil, le couac. Le couac, c'est un produit phare d'ici. Les gens le mangent avec tout, hein. Ils peuvent faire couac et du sucre. Ils peuvent le manger avec haricots rouges, enfin vraiment avec tout. Et en salade aussi. Et moi, je voulais sortir de ça. Je voulais sortir de la salade. J'ai dit, on va transformer ça. J'en fais des chips. J'en fais même des galettes. C'est-à-dire que j'aime bien. Ouais, avec le couac, ouais. Je fais des chips de couac. Je les fais en chromeski aussi. Après, tout ça, c'est des choses que j'ai testées. Hein. J'en ai foiré plusieurs fois, hein, des recettes de couac. Hein. Mais je suis contente parce que je me retrouve avec toute cette communauté-là ils veulent partager. Ils veulent partager parce que c'est une cuisine qui est relativement méconnue. Les gens ne connaissent que le bouillon d'awara et le couac. C'est tout. Alors qu'en Guyane, il y a le cramagnoc qui ressemble à un igname. Mais c'est très filandreux. Ça, on peut faire des gratins avec ça. On peut faire énormément de choses avec ça. Et c'est pareil, je me suis rendu compte que ici, certaines personnes ne savaient pas qu'on pouvait manger la papaye crue en salade ou le giromon cru en salade. C'est super frais, c'est très bon. C'est tellement bon. Donc après, on peut essayer d'inventer un petit truc, rajouter, allez, un petit peu de crème fraîche très citronnée, très aillée dedans pour donner un petit goût en plus. Voilà, moi, j'aime beaucoup ça. Et avec la communauté haïtienne, c'est pareil. Moi, j'ai des gamines qui sont assez drôles parce que ils me disent, madame, vous connaissez Bérégène? Je me dis, mais c'est quoi ça, Bérégène? Qu'est-ce que ça me raconte, Bérégène? Et en fait, c'est la bélangère, c'est l'aubergine. Oui. Et elles font un plat à base d'aubergine et c'est excellent, quoi. Alors, du coup, c'est resté. Elle me dit, oui, Bérégène, mais comme ça en créole. Donc, comme ça en créole. Mais j'ai trouvé ça super. C'est ça, c'est cette histoire c'est ce côté de partage et tout ça que j'adore ici. C'est incroyable, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment d'épices ou particulières ou quoi. Moi, je prends tout. Je prends vraiment tout, mais vraiment tout. Hein. Ouais, vraiment. Eh ben, nous te remercions beaucoup pour ce moment de partage sur ton parcours, merci à toi. C'était super. Eh ben, je t'invite maintenant à une escapade avec les questions brûlantes. Ouais. Il s'agit pour toi de nous dire ce qui te vient en premier à l'esprit. Avec quelle femme échangerais-tu de place une journée et pourquoi? Anne-Sophie Pic. Parce que c'est une chef 3 étoiles au guide Michelin et c'est la référence en cuisine. Ouais, je passerai une journée dans sa cuisine parce que c'est une femme que je trouve exceptionnelle. Quel conseil donnerais-tu à la femme que tu étais quand tu avais 20 ans? Fais-moi de conneries. Fais-moi de conneries et sois plus sûre de toi. Ouais, je lui dirais, arrête Katia, non mais t'es sérieuse là? Non, ouais, bon, t'as fait pas mal de choses, mais là quand même, non. Allez, bouge tes fesses et puis, allez, hop, on y va. Et sois plus sûre de toi. Voilà, je me dirais ça à l'époque, ouais. Surtout que c'est l'époque où je suis partie en métropole aussi. Si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Femme job, toujours debout, toujours vaillante. Et quelle est ta citation préférée? Ouh là là, j'en ai pas beaucoup. Et alors là, il y en a pas qui me vient à l'esprit là. Non, j'en ai pas. Ah, c'est dommage. En français ou en créole, hein? En créole, alors, si, il y en a une. Ben oui, mais comme j'ai dit, comme ma grand-mère me disait, femme c'est châtaigne, femme c'est roseau, qu'à plier mais pas qu'à casser. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. Et toujours garder devant, jamais derrière, c'est devant pour aller. Ça, ma grand-mère m'avait toujours dit ça. Après, elle me disait toujours, petit pour le chiffre qu'on a monnaie, d'accord? Faut savoir où est-ce qu'on va aussi. Voilà. Mais, voilà.
Il faut pas faire n'importe quoi non plus, hein, mais faut jamais oublier où on va, quoi. Ouais, faut me tirer aux os. Ok, c'est, vous pouvez plier, mais vous pouvez jamais casser, ok, toujours lever. Ouais, c'est mon adage de tous les jours. On plie, mais on ne rompt pas. Ouais. Exact. Toujours vaillante. Merci beaucoup, Katia. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Alors, j'ai ma page Facebook Créole & Co professionnelle, ou sinon j'ai ma page perso Katia Ajoup Després, ou sinon j'ai mon site internet www.creoleandco.fr, ou sinon on peut carrément m'appeler au plus 594 694 91 00 53. Je suis aussi sur Instagram, sur Katia Després Créole & Co, et j'ai mon Twitter aussi Créole & Co. Moi tout pas tout, à ce que je vois. Oui, voilà. Voilà, j'ai tout ça. Impeccable. Eh ben, merci et on te dit à bientôt À bientôt, pour merci des beaucoup manifestations. pour la confiance. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.